Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes au cœur de Paris, nous sommes au musée de la franc-maçonnerie et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes précisément au 16 rue Cadet à Paris dans le 9e arrondissement et nous sommes au 8e étage de ce bâtiment avec des invités bien originaux, non pas ceux qui vont nous parler du musée de la franc-maçonnerie, mais ceux qui depuis un peu plus d'une semaine ont eu l'occasion de visiter ce musée et 2 fois de suite dans la même semaine. Et pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir dans cette aventure, à savoir des enfants qui sont avec nous et qui applaudissent nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Merci d'être là. Des enfants qui nous viennent tout droit d'Évry. Nous sommes dans la banlieue parisienne. Une vingtaine d'enfants ont été invités mardi dernier à visiter le musée de la franc-maçonnerie, accompagnés d'une comédienne qu'ils ont rencontrée au préalable et qui les a un petit peu préparés à cette visite. Je la salue d'ailleurs puisqu'elle est absente dans cette émission aujourd'hui. Julie Le Toquin, on aura l'occasion de parler de ce travail préparatoire et en particulier donc d'un petit livret que j'ai sous la main. Et puis également Jérémy Herbeck est avec nous. Bonjour Jérémy, bienvenue. Merci, bonjour. Nous avons également avec nous Denis. Dans un instant, on va découvrir votre rôle. Bonjour Denis. Bonjour. Et puis nous avons Iman, que vous pouvez applaudir là. Iman, je vais vous dire pourquoi, parce que dans le projet, Iman, ça a été une aventure quand même cette semaine. Comment ça s'est passé? Les gros moments de la semaine, c'est quoi? Tout d'abord, moi j'étais très contente d'avoir vécu cette expérience, surtout avec vous, particulièrement Sébastien et Agnès, parce que vous avez transmis des savoirs à faire et des savoir-être aux enfants. Et il y a l'aspect professionnel et en même temps j'ai découvert des belles personnes avec des qualités de cœur et j'ai senti qu'il y avait un amour qui a été partagé et beaucoup d'affection. Et je pense que ça a beaucoup plu aux enfants et j'ai vu qu'à travers les jours, à travers le travail, les enfants ont pu avoir plus confiance en eux. Ils ont commencé à prendre la parole plus facilement. Ils étaient fiers et je pense que les retours des parents, c'était aussi positif parce que quand on apprend que notre enfant a des compétences, il arrive à être journaliste, parler devant un micro, prendre la parole, s'exprimer, c'est une bonne chose, c'est une fierté pour nous et pour les parents et pour tout le monde. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que même moi, je me suis habituée à vous. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire la semaine prochaine. C'était une aventure humaine et très riche. Bon, tant mieux. Jérémy, à l'origine, on va dire, de cette idée complètement folle. Souvent, quand on dit qu'il y a eu cette idée incroyablement folle, c'est d'inventer l'école. Là, on va se poser la question, qui a eu l'idée folle de faire venir tous ces enfants dans le musée de la franc-maçonnerie? Comment est né ce projet? Eh bien, en fait, on avait vu un appel à projet qui était fait par le ministère de la Culture, la DRAC pour être exact, qui s'appelait « C'est mon patrimoine ». L'idée de ce projet, c'est de permettre à des enfants, notamment qui habitent dans des quartiers politiques de la ville, et Évry-Courcouronnes, on en a, de pouvoir découvrir le patrimoine divers et variés. Et donc on s'est dit, mais on voudrait bien travailler sur les valeurs de la République. Et comment on va trouver un patrimoine qui va nous parler des valeurs de la République? Et on avait, parce qu'on avait fait une émission de radio sur la franc-maçonnerie, la laïcité il y a quelque temps déjà, on s'était dit pourquoi pas avec ce musée qui est un musée de France. Et puis du coup on va pouvoir parler liberté, égalité, fraternité, la Marianne, etc. Très bien. Et Denis qui est avec nous. Alors pour Denis, c'est son baptême aujourd'hui. Il n'a encore jamais fait de radio, c'est la première fois. Denis, bienvenue. Et pour le baptême, on n'avait rien prévu de particulier, ni de riz, ni d'eau, ni rien. Ça va très bien se passer. Quel est votre rôle, Denis, au sein du musée de la franc-maçonnerie? Alors au sein du musée, moi je m'occupe. Je rappelle toujours nous sommes un binôme, nous sommes 2. C'est important de le rappeler. On s'occupe un peu de tout, c'est-à-dire que ce soit l'accueil des publics. La réservation pour ce qui est groupe scolaire aussi, je pense qu'on en reparlera après parce que c'est un projet qui nous tient à cœur aussi, communication aussi, puisque faut le rappeler, le musée de la franc-maçonnerie, nous avons le label Musée de France
Ça, c'est important pour nous, donc délivré par le ministère de la Culture. Alors on va commencer avec les questions des enfants, puisque c'est leur émission aux enfants. On va écouter une question de Madou. Écoutez bien la question qu'il pose. Bonjour, je m'appelle Madou. Alors ma question, c'est qui a créé la franc-maçonnerie et quand ? Alors, qui répond à cette question ? Alors, je vais essayer d'être court, parce que qui a créé la franc-maçonnerie et quand ? La maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, la franc-maçonnerie, elle est apparue au XVIIIe siècle en Angleterre. Aujourd'hui, je vais citer la date de 1717, mais cette date, elle commence à être contestée un peu, notamment dans les milieux historiques qui sont assez pointus. Donc, 18e siècle en Angleterre, précisément à Londres, vous avez ce qu'on appelle 4 loges. Donc, des loges, ce sont en fait des regroupements de maçons qui vont se rassembler pour créer la première, ce qu'on appelle obédience. Je vais essayer d'être un peu clair sur les vocabulaires parce que c'est un peu technique, je peux comprendre. Obédience, c'est une fédération de loges. Et la loge, c'est un regroupement de francs-maçons. Donc 18e siècle à Londres, en Angleterre. Et quand on dit qui, on cherche un nom particulier. Alors, dans la question de l'enfant, c'est qui a fabriqué ça, qui a mis ça en place. Il y en a eu plusieurs, mais j'allais dire, je vais citer des noms qui pourront peut-être parler à ceux qui connaissent un peu la maçonnerie. Vous avez notamment un pasteur qui s'appelle le pasteur Desaguliers, qui est français, qui est parti en France lors de la révocation de l'édit de Nantes. Ses parents l'ont caché dans un tonneau, dans un bateau pour l'emmener en Angleterre. Il a fait des études très brillantes et il est arrivé à la direction de la Royal Society de Newton et il a rédigé entre autres ce qu'on peut appeler les premières constitutions de la maçonnerie, c'est-à-dire c'est un livre que vous avez au musée de la franc-maçonnerie qui date de 1723. Donc le pasteur Desaguliers est entre guillemets un des fondateurs effectivement de cette maçonnerie moderne. On va passer à une nouvelle question, elle est signée Demba et là la question elle est sérieuse, écoutez. Bonjour, je m'appelle Demba, j'ai 8 ans, j'ai une question à vous poser. À quoi ça sert de visiter le musée si on n'est pas franc-maçon ? En voilà une bonne question. À quoi ça sert de visiter le musée si on n'est pas franc-maçon ? Jérémy, c'est lui qui répond. J'ai envie de dire que c'est un musée de France. Et pourquoi il faudrait que les musées de France soient réservés à uniquement ceux qui les ont créés ? Donc on peut se dire, tiens, si on veut lutter contre les fake news, les fausses informations, les rumeurs qu'on peut entendre, c'est peut-être une bonne idée. Et pourquoi pas, si on veut s'intéresser sur les valeurs de la République, on a vu notamment une Marianne Noire. Voilà, on a compris que c'était Victor Schorcher qui avait aboli l'esclavage. On a vu que c'était un franc-maçon, certes, mais c'est intéressant sur la République de se dire on abolit l'esclavage et on peut avancer vers l'émancipation et progresser tous ensemble. Quand on voit liberté, égalité, fraternité partout écrit dans le musée et puis dans les temples qu'on a pu visiter, on se dit effectivement, c'est intéressant. C'est des valeurs qui nous parlent, c'est des valeurs qui vont nous faire progresser aussi dans ces réflexions-là. Et puis, bien sûr, on va découvrir ce que c'est la laïcité avec la liberté de conscience qu'elle propose. Alors on va poser la question à Imane qui est avec nous. Imane, je vous le rappelle, elle est en charge justement d'RERS, quartier Le Canal. Là même, nous avons donc rencontré tous ces enfants dans le cadre de ce projet. Ça vous a inspiré quoi l'idée d'emmener des enfants justement ? Parce que la question que pose Demba, c'est à quoi ça sert de visiter ce musée si on n'est pas franc-maçon ? Votre ressenti à vous, c'est quoi ? Ce qui nous a intéressés dans notre visite, c'est justement, comme il a dit Jérémy, surtout les valeurs de la République qui sont gravées un petit peu partout. C'était l'occasion d'aborder de la laïcité. C'est un musée où on parle beaucoup de la laïcité. Ce principe qui nous semble très très important pour vivre ensemble et ces rappels des valeurs de la République qui sont gravées un petit peu partout. On a besoin de les répéter aux enfants, ils l'ont compris et pourquoi pas les développer encore plus. Donc voilà, ils ont eu l'occasion d'avoir des jeux ludiques et parler de la Marianne, de la Marseillaise, et c'est des choses qui sont très très importantes. La Marseillaise, Imane. Lors de la visite du musée mardi, à un moment donné, donc Julie, qui a effectué cette visite, a dit on va chanter, et d'un seul coup, c'est venu. Je ne sais pas comment, tous les enfants se sont mis à chanter sans qu'on leur demande la Marseillaise. Et nous, quand on est rentrés, on s'est posé la question avec Agnès, on s'est dit mais comment c'est arrivé ?
Et en fait, c'est chez RERS, Iman, vous leur avez appris la Marseillaise. Oui, on a eu l'occasion de chanter la Marseillaise. On ne l'a pas encore travaillé parce que c'est un projet qu'on doit développer. Avec certains enfants qui étaient là à la période du Covid, après le confinement, pendant les vacances scolaires, on a décidé de faire un travail autour du Covid-19. C'est quoi le Covid, la provenance et surtout comment les valeurs de la République ont été impactées par la Covid. Donc on parlait de la liberté. Est-ce que vraiment on a eu la liberté pendant le confinement? Il y a des enfants qui disaient non, on était en prison et tout. L'égalité, quand on était égaux, il y avait de l'entraide, il y avait une grande solidarité et je voulais continuer ce projet. Je vais le commencer avec les nouveaux et depuis un moment, on s'est dit pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup chanter. Il y a des enfants qui sont intéressés, donc on va travailler le chant, mais en même temps travailler la Marseillaise et je pense que c'est une bonne chose. Cool. Oui, voilà. Ou le bigou, oui, le voilà. fameux bigou pour ceux qui préfèrent. Bigou, très bien. Question posée à Denis qui nous fait le plaisir d'être là. Par rapport à la question qui a été posée aujourd'hui par Demba, qui sont les visiteurs du musée de la franc-maçonnerie? Alors, les visiteurs du musée de la franc-maçonnerie, ils sont très nombreux. Comme nous sommes Musée de France, nous accueillons un public très large. Alors évidemment, la question qui a été posée précédemment, et Jérémy a parfaitement répondu, c'est vrai que pourquoi restreindre finalement, puisque le musée, ce n'est pas, contrairement à sa création, ce n'est pas un cabinet de curiosité juste pour se faire plaisir entre francs-maçons. Ça permet aussi à ce qu'on appelle, j'ai employé un terme qui n'est pas péjoratif, à un public profane, c'est-à-dire celui qui n'est pas initié, de pouvoir découvrir, puisque ce qui est important de dire, c'est un musée d'histoire. À l'intérieur, c'est l'histoire de la maçonnerie depuis ses débuts au XVIIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Donc ce ne sont que des faits incontestables et incontestés. On explique comment la maçonnerie participe à l'élaboration de l'histoire de France. Voilà. Donc nous avons des publics très divers et variés. Ça va effectivement, on le voit aujourd'hui avec du très jeune public jusqu'à du 80-99 ans, sans limite d'âge, sans distinction sociale, etc., etc. Voilà. Après, effectivement, nous avons une grande majorité du public qui est profane, effectivement, parce que ça intrigue. Il y a toujours cette espèce, je vais dire ça encore une fois sans être péjoratif, quelque chose de mystérieux en fait derrière la maçonnerie. Donc c'est cette barrière-là qu'on veut faire tomber en fait. Et là, effectivement, je crois qu'il y a une question justement qui va arriver dans un instant, qui a évidemment un lien avec les âges. Et on va l'écouter. C'est Moussa, la prochaine question qui arrive dans cette émission. Je vous rappelle que nous sommes en direct du musée de la franc-maçonnerie. Nous sommes donc au sein du Grand Orient, à Paris, dans le 9e arrondissement. Nouvelle question d'enfant, c'est Moussa. Bonjour, je suis Moussa et j'ai 6 ans. Et en plus, j'ai une question à vous poser. Pouvez-vous expliquer à un enfant ce qu'est la franc-maçonnerie? Là, ça, c'est une question, comme toutes les questions des enfants qui ont été travaillées. Super question. Comment pouvez-vous expliquer la franc-maçonnerie à un enfant? Je dirais que c'est un club de personnes qui veulent réfléchir sur des questions de société, ils veulent réfléchir sur la République, ils veulent réfléchir sur la laïcité, ils veulent réfléchir sur les valeurs du triptyque républicain et comment finalement améliorer la société. Voilà, enfin, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, et puis ils essayent pour ça de s'améliorer aussi eux-mêmes et de travailler aussi sur eux-mêmes pour progresser. Alors je ne sais pas si Denis veut compléter, mais en tout cas moi pour répondre à un enfant qui pose cette question, je pense que je répondrai comme ça. D'accord, je pense que c'est pas mal. On va demander aux enfants, est-ce que la réponse vous convient? Oui. Ouais. Pas mal, Jérémy, pas mal. Je pense que Denis a pris des notes, j'ai vu qu'il avait pris des notes. La prochaine fois qu'on lui pose cette question-là, je crois qu'il a déjà la réponse. Iman, vous connaissiez un petit peu l'univers de la franc-maçonnerie avant d'y emmener les enfants? Non, sincèrement, non. Pour moi, c'était une découverte. Découverte profane? Oui, voilà, en même temps que les enfants. En même temps que les enfants. C'est toujours intéressant d'apprendre et de découvrir des choses dans la vie. Alors, on parlait il y a quelques instants, et là c'est aux enfants que je m'adresse, je voudrais que cette émission soit le plus possible interactive. On a parlé de la Marseillaise. Est-ce que vous seriez prêts à chanter la Marseillaise? Oui! C'est vrai? Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en direct
du Grand Orient de France à Paris, dans le 9e. Et nous avons face à nous, dans cette émission, des enfants qui sont prêts grâce à Iman. Je vous rappelle que ce sont des enfants qui viennent par l'intermédiaire de RERS à Évry, quartier Le Canal. Je vous laisse vous organiser, les enfants, et vous commencez à chanter. Je pense que la chef de chœur, c'est Iman. Attention, 1, 2, 3. Alors, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes ces vacances soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorgés aux fils et aux compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Parapapam. Tous ces enfants sont âgés de 6 ans à... Le plus grand qu'on a eu cette semaine, c'est 14. C'est ça, tu as 14 ans, toi. Combien ? 13 ans. 6 ans à 13 ans, et voilà, on peut chanter la Marseillaise, et ça, je peux vous dire que pour les valeurs de notre pays et dans le cadre de la diversité, c'est beau ce qu'on est en train de faire. Denis, je sens que vous êtes en train de vous reposer, et je ne veux pas que vous reposiez, Denis. Cette émission, c'est une émission sérieuse, allez-y. où on a vraiment besoin de vos lumières. Hein, d'ailleurs, les lumières, c'est important chez vous. C'est un symbole important, puisque tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de secret, hein, je ne dévoile rien, puisque contrairement aux fantasmes qui perdurent, tout a été dévoilé dans les livres depuis 1745. Ouais. Donc, qu'on parle de symboles, de codes secrets, etc., tout est dans les livres depuis 1745. Et les enfants se posent évidemment des questions. Écoutez, prochaine question, je crois, me dit Agnès que c'est Rania. On écoute. Bonjour, je m'appelle Rania, j'ai 9 ans. On a vu une assiette avec des symboles. Quels sont les principaux symboles de la franc-maçonnerie ? Et voilà, moi je vous ai parlé de la lumière, mais sur l'assiette, et on dira à quel endroit il y a eu cette assiette, et on parlera évidemment du petit guide dans un instant, puisque vous êtes également à l'origine de la création de ce guide. Mais les principaux symboles de la franc-maçonnerie, faciles à comprendre pour des enfants et des profanes, que sont-ils ? Alors je vais juste faire un petit laïus au départ, parce qu'en fait, tous les symboles de la maçonnerie, les francs-maçons n'ont rien inventé en fait. Ils se sont réappropriés en fait des symboles qui existent depuis la nuit des temps, comme les symboles des corporations de métiers, c'est-à-dire celui qu'à mon avis tout le monde connaît, tout le monde a vu, c'est l'équerre et le compas, qui appartient aussi à ce qu'on appelle la corporation donc des bâtisseurs ou des compagnons du devoir. Ça c'est important parce que, je le rappelle aussi, ça me permet de faire un petit intermède. Au musée, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous montrant des photos, en disant sur un frontispice d'un bâtiment on a vu équerre compas. On leur dit attention, c'est pas forcément maçonnique, ça peut être aussi compagnonique. Donc ça, c'est effectivement l'équerre et le compas, on va dire c'est le symbole classique. Les compagnons du devoir ne sont pas obligatoirement francs-maçons. Il n'y a aucune filiation directe entre les compagnons de devoir et la franc-maçonnerie. En revanche, qu'il y ait une filiation symbolique, bien sûr, comme les bâtisseurs de cathédrales, vous savez, les maçons n'ont rien inventé, ils n'ont fait que piocher au XVIIIe siècle dans des livres sacrés comme la Bible, dans des légendes comme la légende des Templiers, chevaleresque. Voilà, donc l'équerre, le compas, ça c'est, j'allais dire, le premier symbole que je me devais de dire parce que je pense que tout le monde le connaît ou l'a vu à un moment donné. 2 autres symboles, si vous le permettez, c'est, je pense, parce que moi, ça je vous permets tout, Denis. Je vous le dis tout de suite. Ça pourra faire écho, c'est le soleil et la lune. Le soleil et la lune qui sont des symboles qui sont là depuis la nuit des temps, si je pourrais dire, et qui symbolisent. Alors, je vais essayer de pas donner de définition parce qu'en maçonnerie, définir un symbole, c'est le réduire à ce qu'il n'est pas en fait. Donc en fait, il suffit simplement de poser la question, et on le fait souvent au musée de la franc-maçonnerie parce que on a décidé d'être, comme on dit, en médiation directe. Souvent, les gens viennent nous demander alors qu'est-ce que ça veut dire, et souvent on demande la question sur les symboles. Qu'est-ce que ça veut dire ce symbole-là ? Et on leur répond toujours la même réponse, et vous savez, on n'a pas de réponse à vous donner. Vous, qu'est-ce qui vous inspire le symbole ? Et leur réponse sera forcément la bonne, puisque le symbole, il inspire à chacun quelque chose de différent.
Donc le soleil et la lune, j'allais dire basiquement la lumière, les ténèbres, voilà. Mais après, ça peut être autre chose, vous voyez. D'accord. Donc, quand on joue aux dames, par exemple, l'échiquier oui, blanc et noir. Ce qu'on appelle le pavé mosaïque, oui, voilà. C'est le yin, le yang, la dualité, voilà, oui. Ouais, donc chacun peut avoir sa lecture. Et donc dans ce cas-là, est-ce que vous demandez de temps en temps aux gens à quoi leur fait penser justement le symbole dont ils vous demandent l'explication? Moi en tout cas, à chaque fois, et Thierry, je sais, le fait aussi, à chaque fois, on leur retourne en fait la question. Ça vous fait penser à quoi? Alors, il y a un petit temps d'adaptation parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. En fait, on remarque que les gens, finalement, les visiteurs sont souvent préparés à avoir des réponses soit pré-mâchées, soit bien établies, très théoriques. La maçonnerie, c'est pas ça en fait. La maçonnerie, c'est pas, vous n'êtes pas à l'école, on vous dit pas ce que vous devez faire. Ce qui nous intéresse, c'est vous. Donc, il faut aller puiser en vous ce que vous avez, tout simplement. Intéressant, même pour les enfants. Merci, Denis. Nouvelle question arrive. Intéressant la question qui arrive, Denis. Concentrez-vous, fermez les yeux, écoutez, ça arrive. C'est de la radio. Bonjour, je m'appelle Adia, j'ai 6 ans. À quoi sert un tablier et pourquoi il y a des lettres dessus? Eh oui, à quoi ça sert un tablier et pourquoi il y a des lettres dessus? Je pense que c'est un très bon point avec la question précédente, puisque, encore une fois, tout est symbole en maçonnerie. Donc les francs-maçons, lorsqu'ils se réunissent dans une réunion, en assemblée, c'est-à-dire en tenue, ils ont en fait, ils vont avoir ce qu'on appelle un tablier, des gants. Un tablier, simplement, c'est pour rappeler en fait cette époque de la corporation des bâtisseurs au XVIIIe siècle. Puisqu'on travaille sur un chantier, alors je fais juste l'aparté avec les bâtisseurs de cathédrales, ils étaient obligés de se mettre un tablier donc beaucoup plus grand à l'époque pour se protéger en fait des éclats de pierre, puisqu'on taille sa pierre encore symboliquement. Eh bien les francs-maçons, aujourd'hui, modernes, vont symboliquement aussi se mettre un tablier, symbole du travail. Le tablier, c'est le symbole du travail. Et je crois qu'elle avait posé une deuxième question, c'est les lettres, je crois. Les lettres sur le tablier. Ouais. Alors les lettres, sans rien dévoiler et tout, c'est tout simplement en fait les initiales d'un mot au grade de maître. D'accord. Voilà. Ah, il y a des grades. Oui. D'accord. Les enfants ont retenu qu'il y avait des apprentis. Ça, c'est le premier niveau. Oui. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans la franc-maçonnerie moderne, vous avez ce qu'on appelle 3 grades ou 3 paliers, comme vous voulez. Lorsque vous rentrez, et toujours encore une fois, on se réfère à cette corporation des bâtisseurs. Dans les chantiers au XVIIIe siècle, vous aviez les apprentis, donc quand vous rentrez, vous commencez à tailler la pierre, vous n'êtes pas très adroit, etc., ce qui est normal, vous ne connaissez pas le métier, on va vous apprendre. Ensuite, vous passez compagnon parce que vous êtes un peu plus aguerri, vous avez des gestes un peu plus précis, et puis vous devenez maître. Dans la maçonnerie, c'est pareil, sauf que c'est symbolique, mais on reprend toujours cette symbolique du travailleur. Donc c'est le principe de l'école primaire, le collège, le lycée. Alors si on veut faire... Pour qu'un enfant comprenne. Si on veut faire un parallèle, oui. Oui. Hein? Sauf qu'on n'est pas à l'école. Oui, sauf qu'on n'est pas à l'école. On n'est pas à l'école. Mais oui, c'est exactement le même principe. Un petit peu le principe, voilà. Voilà, oui. Donc là, quand on est en primaire, on est apprenti. Exactement. D'accord. Au collège, on est compagnon. Et le lycée, on a perdu tout le monde. On va poser une nouvelle question et faites attention parce que les enfants qui sont avec nous ont des questions bien précises. Parce qu'il y a un mot que vous avez laissé échapper, Denis, dans votre réponse, votre dernière réponse, et on a Niagamu qui a entendu un mot. Voici sa question. Bonjour, je m'appelle Niagamu, j'ai 6 ans. J'ai une question à vous poser. J'ai compris, vous parlez de tenue. Apparemment, c'est pas que vos vêtements. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une tenue? Merci. Eh oui, vous avez parlé de tenue et on parlait de tablier. Donc d'un seul coup, on se dit la tenue, c'est le tablier. Mais en fait, pas du tout, parce que la tenue, c'est aussi autre chose dans la franc-maçonnerie. Alors la tenue, il a parfaitement raison. La tenue, c'est plusieurs choses. Effectivement, c'est ce qu'on appelle en fait la réunion des francs-maçons. Quand les francs-maçons se réunissent, et les enfants qui sont là depuis cette semaine l'ont vu, ils se réunissent dans un temple. C'est ce qu'on appelle une tenue. Mais être en tenue, ce n'est pas juste se réunir dans une pièce et parler. C'est aussi, et il a encore une fois raison, c'est être aussi habillé. C'est-à-dire avec, je vais dire ça vulgairement, les accoutrements de franc-maçon, c'est-à-dire le tablier, les gants. Voilà, oui, c'est ce qu'on appelle une tenue, une réunion.
Une réunion, d'accord. Alors il y a aussi, et ça c'est quand même intéressant, les gants. On a parlé des gants, parce qu'il a fallu dans le musée rechercher des éléments. Il a fallu retrouver un tablier, il a fallu retrouver des gants. Et lorsqu'on est revenu du musée, on a reparlé des gants, et ce que les enfants ont retenu, ce qui avait été expliqué par Julie, c'est le fait de cacher ses richesses. L'exemple qu'elle donne, c'est il y a des gens qui peuvent avoir des bagues, d'autres qui n'en ont pas, et quand on met des gants, on devient tous les mêmes. Ça, c'est peut-être un petit peu difficile, mais il y a une formule que vous utilisez lors de vos tenues, c'est se séparer de ces métaux. Et se séparer de ces métaux, c'est se séparer de ces valeurs qu'on pourrait appeler valeurs futiles, pour que chacun soit l'égal de l'autre pendant une réunion. Vous avez très bien résumé, en fait, lorsqu'on est au sein d'une réunion, donc au sein d'une tenue, on essaye, j'allais dire, de faire abstraction de tout ce qu'il y a, encore une fois, excusez-moi, je vais utiliser le terme, le monde profane. On essaye de se débarrasser effectivement de tous ces métaux, de tous ces aspects négatifs, en fait, pour faire le vide et essayer d'être serein. C'est pas facile, je le dis en connaissance de cause, c'est pas facile du tout, mais c'est un travail qui est très long. C'est un travail sur soi, en fait. Ça, faut jamais oublier que la maçonnerie, c'est avant tout un travail sur soi. Jérémy l'a très bien dit, c'est vrai que la maçonnerie, pour les valeurs de la République, bien sûr, pour améliorer la société, mais avant de vouloir améliorer la société, il faut d'abord peut-être s'améliorer soi-même, mais avant de s'améliorer soi-même, il faut se connaître aussi soi-même. Tous les a priori qui sont liés à la franc-maçonnerie. Tout à l'heure, Jérémy parlait de fake news. C'est vrai que les enfants, si on allume la télévision, les fake news, c'est souvent maintenant des ateliers, c'est aussi des rendez-vous qu'on essaye d'avoir avec un public jeune pour apprendre à chacun et à chacune ce qu'une information qu'on ingère par le biais d'une chaîne d'information continue, ou même sur les réseaux sociaux, parce que les enfants sont soumis à diverses informations, diverses et variées, mais surtout aussi de fausses informations. Et Jérémy, tout à l'heure, faisait référence effectivement aux fake news, quand on parlait du fait de faire découvrir la franc-maçonnerie aux enfants, mais pas seulement, aux profanes. Il y a plein d'idées reçues qui tournent autour de la franc-maçonnerie. Il y a un mot, je crois qu'on ne peut pas passer à côté de ce mot, c'est celui de secte. Et on entend, on voit, on peut lire. Mais la franc-maçonnerie, l'a expliqué Jérémy tout à l'heure, c'est un club de personnes qui réfléchissent. On est très loin de cette fake news la plus importante qui laisserait entendre que la franc-maçonnerie soit une secte. Alors, je vais vous répondre sur deux aspects. Premier aspect, même s'il est peut-être un peu primaire, il est essentiel. Pourquoi ? Parce que la différence entre ce qu'on peut appeler la secte, je vais être très prudent parce que au niveau juridique, la secte, le mot secte n'existe pas. On parle de dérive sectaire ou autre, enfin bref. La maçonnerie, c'est très difficile d'y rentrer. Ce n'est pas parce que vous émettez l'envie d'y rentrer que vous allez forcément y rentrer ou qu'on va vous accepter, encore une fois. En revanche, si vous voulez sortir de la maçonnerie, c'est très simple. Vous faites une lettre expliquant vos motivations, puisque faut se rappeler, enfin je parle en France, la maçonnerie, structurellement parlant, c'est une association loi de 1901, pour que tout le monde comprenne. Donc vous faites une lettre, vous expliquez vos motivations et vous sortez. La secte, c'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse. Vous y rentrez très facilement. En revanche, lorsque vous y sortez, si vous pouvez y sortir, voilà, c'est pas facile. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, en général, de mémoire, je vais faire attention aux termes aussi, mais dans les dérives sectaires, il y a ce que vous appelez le gourou, en fait. En maçonnerie, vous avez ce qu'on appelle, alors, je vais prendre l'exemple du Grand Orient de France, vous avez le grand maître, qui est le président de l'association. Le président de l'association, il est élu chaque année. De mémoire, j'ai pas le souvenir que dans une secte, il y ait des élections. Non, il n'y a pas d'élection. Le gourou est là ad vitam aeternam. C'est bien ça. Voilà. On continue avec nos questions, mon cher Denis, si vous le voulez bien. Et on va s'intéresser maintenant aux œuvres qu'on va retrouver dans le musée. Yasmine. On a plusieurs Yasmine dans notre groupe. Il y a une Yasmine qui pose une question sur les œuvres. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 8 ans. Quels sont les objets les plus fragiles du musée ? Bonne question. Quels sont les objets les plus fragiles du musée ? Jérémy Herbert répond. J'ai vu qu'il y avait des assiettes, donc j'imagine que les assiettes, c'est fragile si on les casse. C'est pour ça, quand on a visité le musée, on a vu que c'était au milieu, posé dans une vitrine très solide, pour éviter qu'elles se cassent facilement, justement.
Voilà, donc je pense que c'est les plus fragiles, mais aussi des tableaux, donc des tableaux aussi qui sont parce qu'il ne faudrait pas les toucher, il ne faudrait pas les abîmer, les tableaux, donc pareil, tous les œuvres d'art, il faut pouvoir les protéger. Et j'imagine aussi, parce que dans le petit livret qu'il y avait un petit mot, un petit jeu avec des mots fléchés, et il y avait un mot qu'il fallait trouver, c'était le terme de conservateur. Et dans le musée, le conservateur, il va essayer de faire en sorte que les œuvres, elles ne s'abîment pas, et mettre en place tout un tas de processus et de protocoles pour éviter que les œuvres s'abîment et soient embêtées, tout ça. Et je pense aussi que tous les conservateurs du musée essayent d'enrichir les collections, essayent d'acheter des nouvelles œuvres, et c'est un petit peu tout ce travail-là pour éviter qu'elles tombent par fragilité. Alors justement, quelles sont les œuvres que l'on retrouve au sein du musée Denis ? Donc tout est lié, quoi qu'il arrive, à l'histoire de la franc-maçonnerie, et en parallèle, vous avez des expositions exceptionnelles qui ont soit un lien avec la franc-maçonnerie, ou soit totalement incluant la vie des maçons à travers le monde. Alors oui, les œuvres qu'on peut retrouver, il faut savoir, comme je vous ai dit, ce sont des œuvres qui vont dater du début fin 17e, début 18e, jusqu'à l'époque contemporaine, alors que ce soit des tabliers, puisque nous exposons dans la vitrine des origines des tabliers en peau, donc en vrai peau, du 18e siècle. On voit la différence aussi avec les tabliers actuels, c'est-à-dire que c'était des tabliers très décorés, c'était une maçonnerie très faste, très, très joyeuse. Vous avez aussi, comme Jérémy l'a très bien fait remarquer, donc des tableaux, de la faïence, donc ça c'est effectivement... Jérémy vous l'a dit aussi, ce sont tout ce qui est plat assiette, c'est une des pièces maîtresses du musée en fait. Pour bien noter en fait la partie agape, ce qu'on appelle les agapes, c'est juste la partie où les francs-maçons vont se restaurer, vont boire, vont manger, vont rigoler. Toute cette partie-là, ça fait partie de la tenue aussi finalement. Et votre deuxième question, c'était sur les pièces emblématiques, je crois. Alors je vais citer 3 pièces emblématiques. Le premier, c'est un ouvrage qui est dans la vitrine des origines. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un original des Constitutions d'Anderson qui date de 1723. Il faut savoir qu'il n'en existe que 4 dans le monde. Il y en a un chez nous. Voilà. La deuxième, c'est quand même le tablier dit de Voltaire, puisque Voltaire a été initié à la fin de sa vie, mais son parcours a été quand même très symbolique aussi. Et ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs l'épée maçonnique de Lafayette. Alors ce qui est intéressant, c'est on a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent, de touristes, et lorsqu'on a des touristes américains, la première chose qu'ils nous demandent, c'est Where's Lafayette's sword? Où est l'épée? Parce que pour eux, Lafayette, c'est leur sauveur, quoi. Ah oui. Voilà. Même la jeune génération d'Américains connaissent Lafayette. D'accord, très bien. On va revenir justement, et là, Imen, vous allez pouvoir vous exprimer, parce que on va parler du petit guide qui a été créé justement pour faciliter les enfants que vous connaissez par cœur à mieux visiter le musée. Mais j'ai une autre question sur les œuvres, et c'est rigolo parce que c'est une deuxième Yasmine qui s'intéresse aux œuvres. Bonjour, je m'appelle Yasmine. Nous avons vu beaucoup d'œuvres d'art dans votre musée. Et est-ce que certaines sont cachées? Et si oui, pourquoi? Alors là, il y a le retour du secret maçonnique. Est-ce qu'il y a dans ce musée de la franc-maçonnerie, rue Cadet, des œuvres cachées? Vous voyez le suspense? Sinon, j'ai une petite musique de suspense, si vous voulez. Allez-y. Qui fait un petit peu peur, comme ça. Est-ce qu'il y a des objets cachés? Vous comprendrez que je ne peux pas vous répondre là-dessus. Vous ne pouvez pas nous répondre. On ne saura pas. Non, oui. Il faut savoir qu'au musée exposé, vous avez environ 750 pièces. Tabliers, tableaux, ouvrages, voilà. Sachant qu'il y en a à peu près 10 000 en tout. Donc la plupart sont dans les réserves, oui, effectivement. Mais les pièces exposées telles que je vous ai dit, que ce soit le tablier de Voltaire, l'épée maçonnique de Lafayette, ces pièces-là, on ne peut pas les enlever. Comme la faïence, par exemple, parce que ce sont des pièces maîtresses. Elles servent à raconter une histoire. Alors effectivement, comme dans tout musée, on essaye d'avoir une rotation de quelques pièces, effectivement. Et puis on acquiert aussi très souvent de nouvelles pièces. Voilà. Mais dans le musée, vous avez à peu près 750 pièces sur 10 000 exposées. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on retiendra que des œuvres sont cachées, mais que c'est précisément normal et que ce sont donc dans les archives. Voilà. Dans les réserves. Voilà. Dans les réserves, les archives, tout ça, très bien. Bon, écoutez, on a répondu à cette question. La réponse est donc oui. Denis, vous confirmez, vous cachez des œuvres? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai répondu. Voilà, on cache des œuvres dans le musée. On a notre information quand même. Allez Jérémy et Imen, vous avez travaillé ensemble, vous êtes tous les deux concernant RERS. Tiens, rappelez-nous ce que veut dire RERS, Imen.
Réseau d'échange réciproque de savoir. Voilà, c'est important parce que je ne l'ai pas assez dit et vous le dites mieux que moi. Puis vous avez un petit accent en plus qui est sympa, donc je préfère que ce soit vous, évidemment. Avec Jérémy, donc vous avez travaillé sur ce projet à émaner, évidemment. Vous avez vu, émaner, Iman, hein, vous voyez, c'est presque pareil, mais ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour s'amuser, vous détendre un petit peu, je vous ai entendu. Alors, vous avez travaillé ensemble et vous avez créé un guide. Voilà, que j'ai sous les yeux, Énigme au musée de la franc-maçonnerie, un livret de jeux pour les enfants. Comment s'est fabriqué ce livret? Comment vous avez travaillé tous ensemble? Je sais évidemment que Jérémy plus Julie, vous Denis, j'imagine, Thierry également qui n'est pas avec nous, vous avez travaillé sur ce projet pour que ce soit réalisé. Comment ça s'est fait? Qui prend la parole? Alors moi je veux bien l'apprendre, mais c'est ni Iman ni moi qui avons travaillé sur le livret. Alors allez-y, expliquez-vous. Non, je veux dire, c'est que le musée n'avait pas de livret pour les enfants. D'accord. Parce que l'idée, ça fait que très peu de temps, d'après ce que j'ai compris, 1 an ou 2, que le musée accueille des enfants à partir de 4 ans dans des visites, d'après ce que j'ai compris, le dimanche matin, 1 fois par mois. Ils n'avaient pas d'outils pédagogiques. Et nous, le principe du réseau d'échange réciproque de savoir, c'est vraiment la réciprocité, la pédagogie et qu'on apprenne des choses mutuellement. Donc il nous fallait des outils pour qu'on puisse échanger des savoirs avec les enfants sur ces outils que le musée. Et donc le musée a proposé du coup de faire ce livret jeune, finalement le livret enfant, pour qu'il y ait des questions, des réponses, des petites énigmes pour pouvoir intéresser, susciter l'intérêt pour qu'on puisse après découvrir un petit peu tout ça et découvrir tous ces échanges de savoir par ce biais-là. Et voilà, et donc c'est un outil finalement que le musée a pu développer et qui va peut-être réutiliser après. Enfin, ça sera le musée qui répondra. D'accord. Écoutez, je valide votre réponse, Jérémy. Je vais parler maintenant à Denis, puisque c'est réalisé par le service communication du Grand Orient. Pour le faire, il a fallu se concerter, venir vers vous. Comment vous avez appréhendé ce projet pour que ce livret voie le jour? Alors, ça, je tiens à rappeler que c'est quand même à l'initiative donc de Julie Le Toquin. Tout le monde se passe là. Voilà. Non, mais c'est je plaisante, c'est une blague. Détendez-vous. C'est vrai, ça fait non, c'est pas moi, c'est l'autre. Allez-y. Mais non, c'est vrai que c'est à l'initiative de Julie Toquin et Jérémy l'a très bien rappelé, ça fait depuis quasiment 1 an puisqu'on a mis en fait les visites 1 fois par mois pour les enfants à partir de 7-8 ans parce qu'on considérait qu'effectivement 7-8 ans l'enfant pouvait commencer à s'éveiller effectivement et qu'il nous manquait, c'est vrai, un support et Julie nous a déjà amené donc effectivement ces visites à créer la visite pour les enfants. En plus, alors ça je tiens aussi à le dire parce que c'est très important, tous les premiers samedis du mois, des visites pour les sourds et malentendants. C'est comme je vous disais, je fais le rapport, on accueille tous les publics. Donc c'est vrai qu'on considérait qu'il y avait peut-être un public, on va dire, d'handicapés qui n'avait pas accès à des musées. Et donc on a créé des visites spécialisées et ça marche plutôt bien. Et les visites pour les enfants, donc tous les premiers dimanches du mois, il nous fallait quand même un support. Et on s'était dit qu'il fallait quand même un support qui soit assez interactif, pas juste à écrire des réponses et que ce soit très théorique. Et donc Julie a très bien fait puisqu'elle a alterné à la fois donc que ce soit mots croisés, mots fléchés, des repères dans le musée avec les différentes œuvres. C'est ce qui nous permet aussi de montrer effectivement aux enfants des œuvres un peu fondamentales, que ce soit le tablier de Voltaire, que ce soit les faïences ou autres, ou la Marianne de Jacques France par exemple, voilà, qu'ils aient un aspect vraiment très général sur le musée. Alors justement, maintenant que vous avez fait ce travail, Denis, on va voir si ça s'est bien passé et si vous n'êtes pas passé à côté de la mission. Et c'est vous, Iman, qui allez nous dire, est-ce que quand vous avez découvert ce petit livret et les enfants, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes contente? Moi, je pense que c'était une très bonne idée parce que je pense que s'il n'y avait pas le livret... avec un public aussi jeune, on n'aurait pas pu réussir la visite. C'est exactement ce qu'on fait aussi dans le cadre du classe, c'est ce qu'on appelle la pédagogie du détour à travers des jeux. Donc les enfants, ils pensent qu'ils sont en train de jouer, mais finalement, ils prennent du plaisir, ils sont en train de jouer, mais en même temps, ils sont en train d'apprendre. Et à travers ces jeux-là, ça donne envie à l'enfant d'aller chercher, parce qu'on a vu, ils n'ont pas baissé les bras, ils étaient à la recherche, ils ont beaucoup sollicité les adultes. Donc du coup, c'était une très très bonne idée d'avoir un livret, c'est plus ludique, ça donne envie.
Oui, puis vous l'avez vraiment réalisé, je trouve, Denis, avec vos équipes, le service de la communication du Grand Orient, vraiment aussi avec des iconographies destinées aux enfants, quoi. C'est hyper ludique, c'est super simple, et on apprend évidemment plein de choses. Tiens, d'ailleurs, en matière de questions. Jean-Tony qui a une question à poser. Bonjour, je m'appelle Jean-Tony, j'ai 8 ans. Je voudrais poser une question. Pourquoi trouve-t-on la statue de la liberté dans le musée? Merci de me répondre. Alors, quelle est votre réponse? La statue de la liberté, pourquoi on la trouve? Très simplement, parce qu'elle a été conçue, créée par un franc-maçon du Grand Orient de France, qui est Bartholdi. Claude Bartholdi. Au départ, faut savoir, parce que je pense que tout le monde associe la Statue de la Liberté à New York. Il faut savoir que l'original est quand même chez nous, dans le 15e, sur le pont de Grenelle. Alors évidemment, elle est beaucoup plus petite. Celle-ci a servi de modèle pour qu'ensuite, il en fasse une beaucoup plus grande pour la donner à nos amis américains. Et ça servait en fait à sceller cette espèce justement de fraternité, d'amitié entre les deux nations. Et Eiffel. Auguste Bartholdi. Alors Eiffel n'était pas maçon. Bartholdi l'était. D'accord, oui. Voilà. Concernant Eiffel et la Statue de la Liberté, on est d'accord, voilà. Ils ont travaillé ensemble. Eiffel ne l'était pas. Bartholdi était maçon du Grand Orient de France. D'accord, très bien. Donc, vous faites bien de le préciser. Une autre question d'ailleurs sur un symbole fort après la Statue de la Liberté. Avec Sadio, on va vous poser une question sur une femme, cette fois-ci une autre femme dont on peut se demander si elle existe vraiment. Ça, c'est une question qui ne vous est pas posée, mais vous allez pouvoir y répondre. Bonjour, je suis Sadio, j'ai 6 ans. Je veux savoir qui est Marianne et que fait-elle dans le musée? Alors, je vous avoue que quand on a vu un petit peu les questions comme ça, la plupart des enfants souhaitaient savoir si c'était une vraie femme, Marianne, si elle a existé, parce qu'on la représente. Donc pour les enfants, c'était obligatoirement quelqu'un qui existe. Alors, faut savoir que la Marianne, en fait, que les visiteurs peuvent voir dans le musée, c'est la Marianne dite de Jacques France. Alors, je vais essayer d'être précis et assez court. Marianne, en fait, est un symbole. Ce n'est pas une femme en particulier. Elle représente toutes les femmes, j'allais dire, de la République. Et le buste que les enfants ont pu voir aujourd'hui, enfin durant toute la semaine, et que les visiteurs peuvent voir au musée, est le premier buste, en fait, officiel, qui va être affiché dans les mairies à la fin du 19e siècle. Il faut savoir que cette Marianne-là, alors dit de Jacques France, en fait, Jacques France, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom est Paul Lecreux. Il va avoir une commande d'une loge maçonnique qui s'appelle La Bonne Foi à Saint-Germain, qui va organiser une fête maçonnique et républicaine à la fin du 19e siècle, avec des notables, avec la bourgeoisie présente, etc. Et ils vont demander à Paul Lecreux de réaliser un buste de la République. Et il va créer effectivement cette Marianne, et qui va être découverte lors de cette fête maçonnique et républicaine. Et les élus vont tellement tomber sous le charme de cette Marianne qu'ils vont décider de créer un comité. Au sein de ce comité, vous allez avoir le très vieux Victor Hugo, qui va aussi siéger à ce comité, et qui vont décider d'en faire effectivement le buste officiel de la République. Donc c'est cette Marianne qui va trôner pour la première fois dans les mairies, évidemment sans son cordon maçonnique. Cette Marianne, vous pourrez la retrouver aussi à l'Assemblée nationale, puisqu'à l'Assemblée nationale, vous avez une salle qui est réservée aux Mariannes. Vous avez la Marianne maçonnique de Jacques France. Et en fait, Marianne, pourquoi? Parce qu'à l'époque, Marie et Anne étaient les deux prénoms les plus fréquemment donnés aux femmes. Voilà. Mmh. C'est pour ça. Marie, mère de Jésus, et Anne, sa grand-mère. Exactement. On part là-dessus. Soyons fous. On est d'accord ou pas? On est d'accord. On est d'accord. On est bien. C'est important. Dernière question. Elle va être importante, celle-ci, parce que c'est une question, je dirais, dans la catégorie sociétale. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas obligatoirement entrer dans des détails forts de la franc-maçonnerie, où vous avez utilisé tout à l'heure, par exemple, un terme qui est l'obédience, qui est en fait un mot pour les enfants qui réécouteront cette émission et qui posent des questions déjà. Mais l'obédience, ça veut dire que, en fait, cette association existe, c'est le Grand Orient de France, et il y a d'autres associations qui partagent en fait la même philosophie, le même travail, et on reconnaît au Grand Orient de France le fait de travailler beaucoup sur des sujets que des enfants pourraient considérer comme des sujets d'actualité, mais qui sont évidemment des sujets qui font avancer la cité, qui font avancer les hommes, et dans d'autres obédiences, on va plus s'intéresser à tout ce qui va être symbolique.
Et c'est un petit peu la différence que l'on peut faire sur cette thématique. Et donc la dernière question qui nous arrive, elle est signée Bakary, et c'est un sujet qui mérite quand même d'être bien développé. D'une part, de par le fait que nous sommes ici au Grand Orient de France, et aussi parce que c'est un sujet qui ne cesse d'être un sujet d'actualité. Écoutez la question. Bonjour, je m'appelle Bakary, j'ai 8 ans et demi. Qu'est-ce que c'est que la laïcité pour les francs-maçons ? Qu'est-ce que c'est que la laïcité pour les francs-maçons demande Bakary. Et j'ai envie de dire que c'est l'ADN du plus gros travail qui est celui des francs-maçons en France. Alors, je vais laisser aussi répondre mes camarades, parce que ce soit Jérémy ou Iman, mais il faut savoir qu'au Grand Orient de France, mais comme en maçonnerie, la maçonnerie ne parle pas d'un seul homme en fait. Vous allez avoir plusieurs réponses. En revanche, oui, lors de la Troisième République, le Grand Orient de France s'est effectivement fixé un but, c'est d'être, de créer justement cette république solidaire, fraternelle, laïque. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Que vous soyez croyant ou non croyant, quelle que soit votre religion ou votre absence de religion, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous êtes considéré comme un citoyen, tout simplement. C'est pas mal comme définition. Iman, puisque Denis disait, je vais laisser la parole à mes collègues. Iman, la laïcité, c'est un sujet que vous traitez souvent avec les enfants. Au cœur d'Évry, je rappelle que vous êtes à Évry, quartier du Canal, Oui. et que nous avons eu, dans le cadre de cet atelier radio, des enfants âgés de 6 à 13 ans. Nous essayons toujours de parler de la laïcité parce que c'est très très important à notre sens. Nous, de toute façon, la laïcité, on l'a fait depuis longtemps, depuis la création de l'association. En ce moment, on fait encore plus parce que c'est notre sujet d'actualité et parce qu'on pense que c'est très très important de faire ce travail avec les enfants dès le CP. Il ne faut pas attendre qu'ils grandissent pour leur parler de la laïcité. On ne va pas attendre qu'ils arrivent au collège, au lycée, parce qu'une fois ils arrivent au collège, ils ont déjà leur personnalité, alors que dès le CP, ils sont encore en mode de construction. Donc on essaye de les aider, leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent avoir les armes pour pouvoir vivre par la suite. On essaye d'adapter le discours parce que quand on parle à un adulte, c'est pas le même discours qu'on maintient avec les enfants. On donne toujours des exemples du chocolat. Moi, j'aime le chocolat. Toi, t'aimes pas le chocolat. C'est pas parce que tu aimes pas le chocolat que je dois pas être copain avec lui, que je dois pas partager des sorties avec lui. Donc, on essaye de s'accepter. Chacun respecte les choix de l'autre. Et à partir de là, on dit c'est la même chose pour les grands. Donc on doit accepter toutes les religions, toutes les personnes. Et il ne faut pas voir ça comme un handicap. C'est le contraire. Plus on est de différentes origines, différentes religions. C'est ça ce qui fait notre richesse. Il faut qu'on a toujours les mêmes valeurs qui sont la liberté, et l'égalité, fraternité. Et qu'on essaye de vivre tous ensemble dans la paix. Et on s'accepte tous parce qu'on est tous pareils. Merci Iman. On va écouter un petit jingle, tiens. On va écouter un petit jingle pour que notre ami Jérémy puisse s'exprimer aussi. Écoutez plutôt. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Alors Jérémy, RERS, la laïcité, c'est important chez vous aussi. Tout à fait. Ouais. La laïcité, c'est une loi, c'est la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des églises et de l'État, et qui dit dans son premier article, et la première phrase du premier article, c'est « La République assure la liberté de conscience ». Et alors ça, c'est assez fondamental, parce que on a cette liberté de penser, de croire et de ne pas croire, bien sûr, mais ça va bien au-delà de la croyance. On est en capacité d'imaginer ce qu'on veut imaginer, et c'est la seule liberté qui est absolue. Toutes les autres libertés sont relatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des limites. La liberté de circulation, par exemple, on a le code de la route. On ne peut pas non plus dépasser la limitation de vitesse ou griller un feu rouge. Alors que la liberté de conscience, on est libre de penser comme on veut, tout ce qu'on veut. C'est encore différent de la liberté d'expression, parce qu'on ne va pas tout dire. Voilà, la loi, elle va interdire les propos racistes, discriminatoires. Par contre, on est libre de penser, d'imaginer, de concevoir absolument tout ce qu'on veut. Et c'est ça, cette forte liberté. Parce que quand on échange des savoirs,
On a besoin de cette liberté de conscience en réciprocité. Si je suis en capacité de transmettre mon savoir à l'autre, l'autre est différent que moi. Donc comme il est différent de moi, c'est finalement un dialogue interculturel, on va avoir cette émancipation possible de transmission de savoir. Et pareil, quand je le reçois, comment je vais m'adapter pour entendre le savoir de l'autre, et voilà comment on va faire. C'est pour ça qu'on travaille cette laïcité. On travaille par nos émissions de radio Parlons Laïcité, qu'on enregistre une fois par mois dans le local de l'association, et on invite régulièrement des personnalités pour pouvoir discuter, échanger avec nous. Et cette idée, c'est qu'il n'y ait pas que des conférences comme ça de haut niveau à Paris, et qu'on puisse aussi à Évry-Courcouronnes avoir aussi des personnes qui puissent débattre avec nous, échanger, philosopher, construire. Et je salue notamment dans le public Eliane, qui est ma fille-laide acolyte de ces émissions-là et qui est toujours d'une cheville ouvrière importante sur ces émissions. Alors vous, Iman, vous êtes à Évry, vous êtes représentante des RERS du quartier du Canal, et vous êtes, Jérémy, du côté donc des Pyramides, et vos deux associations. Ça, c'est dans le cadre des ateliers que l'on a fait autour du métier de la radio, des métiers de la radio. Il y a une question qui avait été posée par des enfants. Comment se fait-il que l'on retrouve RERS, alors la question était rigolote, autour des maisons et des appartements? C'est la question qu'ont posé les enfants. Vous vous souvenez de ça, Iman? Oui. Mais la vraie question, c'est que vous êtes vraiment au cœur de la cité avec RERS. Parce qu'en fait, on est une seule et même association qui a plusieurs locaux. On a un local au Canal, on a un local aux Pyramides, on a même un local au centre-ville aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être partout dans Évry-Courcouronnes pour pouvoir être au plus proche de tous et pouvoir échanger et pouvoir se rencontrer aussi entre locaux pour que tout le monde puisse se découvrir l'un l'autre et qu'on sorte de son quartier, qu'on puisse créer des projets communs comme celui-ci aujourd'hui. Et c'est ça, cette idée d'échanger des savoirs entre tous, en étant, quel que soit son âge, quel que soit son quartier, quel que soit sa religion, de son origine, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit sa profession. Voilà, on est interculturel, on est générationnel aussi. Voilà, intergénérationnel, intersociétal, voilà. C'est ce lien, et avec cette identité commune qu'on donne à tous finalement, quel que soit d'où il vient, c'est celui d'être offreur et demandeur de savoir. Et comme on est tous offreurs et demandeurs de savoir, on est tous sachants et ignorants, on va être tous en capacité de se comprendre, d'être des contemporains qui vivent en société, en citoyens. Alors justement, les émissions concernant la laïcité, Parlons Laïcité, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez les retrouver sur YouTube et vous tapez simplement Parlons Laïcité, vous reconnaîtrez le logo RERS. Pour conclure, parce qu'il nous reste 3 minutes avant la fin de cette émission, j'aimerais qu'on salue évidemment quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce projet. On l'a cité plusieurs fois tout à l'heure. C'est Julie Le Toquin, et qui s'est déplacée également à Évry avec des ateliers qui, eux, étaient des ateliers artistiques en parallèle des ateliers que nous avons animés concernant les métiers de la radio. Iman, qu'est-ce qui s'est passé du côté des ateliers artistiques? C'était quoi les différentes choses qui étaient proposées? Julie a proposé plusieurs savoirs artistiques. Il y avait des dessins, il y avait la rédaction des histoires, des récits, et voilà, c'était un atelier qui était très très riche parce que nous avons beaucoup d'enfants qui aiment tout ce qui est manuel, créatif, donc c'était l'occasion pour l'enfant de développer leur créativité. Ils étaient contents, émerveillés. Et comme elle avait un savoir-faire, elle était professionnelle, elle a su s'adapter à tous les enfants et elle a diversifié les idées. Merci Iman d'avoir accepté de vous asseoir à cette place pour partager cette heure d'émission avec nous. Merci Jérémy. Oui, un mot de conclusion évidemment. Oui, dire que cette œuvre, parce que les enfants ont réalisé une œuvre d'art extraordinaire qui collective. Va être collective. Et elle va être diffusée lors des Journées du patrimoine 2022 au musée de la franc-maçonnerie. Et puis on va bientôt la présenter également dans nos locaux à Évry-Courcouronnes. C'est une grande fresque, voilà, avec plein de dessins.
Oui. Ouais, l'année prochaine. Merci Jérémy d'être venu. Je vais saluer dans quelques instants Denis. Avant ça, je vous rappelle que nous étions en direct du musée de la franc-maçonnerie. Nous sommes 16 rue Cadet à Paris, métro Cadet au Grand Boulevard, et que le musée, si on vous a donné envie de venir visiter ce musée, est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30, de 14h à 18h, mais aussi les samedis et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h. Pour en savoir plus, évidemment, je vous invite à vous connecter sur Internet. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, Denis, des visites guidées en français, les samedis et les dimanches à 15h. Et puis, les visites possibles également pour les groupes en français, en anglais, en allemand. Et vous l'avez dit, mais je le répète, concernant des visites en langue des signes française sur demande. Merci, Denis. Comment s'est passé ce baptême en radio ? Très bien, vous avez été très bienveillant, donc tout va bien. Tant mieux. Je rajoute une petite précision. Alors oui, c'est les visites guidées, c'est tous les samedis. Il y a 2 départs dans les visites guidées, 14h30 et 16h, et tous les dimanches 14h30. Et encore une fois, pour conclure, on fait visiter les temples et le musée pour faire tomber encore une fois toutes les barrières et tous les fantasmes qui peuvent encore perdurer. Merci Denis, merci aux enfants. Applaudissements, fin de cette émission en direct du musée de la franc-maçonnerie à Paris. Je suis Sébastien Joël, j'étais heureux de vous accompagner pendant cette heure et à très bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.